Bonjour, nous sommes le 18 mars 2003 à l'Université de Paris 7, Denis Diderot, sur le campus de Jussieu. Nous sommes salle 04 à Visio P7, centre de visioconférence de Paris 7. Aujourd'hui, je vous parlerai des marchands d'art et la question sous-jacente sera des marchands au 19e, 20e et 21e siècle. Une question avec un peu d'humour. Les marchands, est-ce une passion, juste du pognon ou de la communication? Dans la deuxième partie, je vous parlerai d'être marchand de la Genèse au XXIe siècle. Enfin, dans la troisième partie, les questions qui se poseront seront: être marchand d'art en France, est-ce un sacerdoce ou du négoce? Et je vous parlerai en particulier de la garantie trentenaire qui lie les marchands d'art, tout comme les experts en art et les architectes. Aujourd'hui, nous avons comme intervenant Laurence Le Sieux, conservateur du musée Léon Dierks. Dans ce musée, vous pouvez admirer la collection Ambroise Vollard. Ambroise Vollard, le plus grand marchand français, qui était originaire de l'île de la Réunion, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons voir une petite partie de sa collection dans ce musée à l'île de la Réunion. Et nous serons en visioconférence en direct avec Laurence Le Sieux et l'île de la Réunion. Lia Grandbiller sera notre grand témoin. Lia Grandbiller est historienne d'art de Cambridge. Elle a été galeriste de 1952 à l'an 2000. Elle est à l'origine des Olympiades des Arts de Séoul. Et à l'heure actuelle, elle est conseillère artistique pour la Triennale de gravure de Chamalières, qui réunit des graveurs du monde entier tous les 3 ans. Jean-Paul Morel, chercheur, éditeur, nous parlera d'Ambroise Vollard, le marchand découvreur du XXe siècle. Anne Millet, enfin, conceptrice de sites marchands sur Internet, nous parlera de son métier. Et moi, Lise Cormery, je vais terminer cette séance par une brève communication sur plusieurs écrits, le séminaire et surtout les actes écrits, images, orales, nouvelles technologies, principalement des années 2001, 2002, 2003 et 2004. Enfin, de Carrefour télématique avec des visioconférences et l'art en France de 1959 à 2000. Vous pourrez trouver tous ces textes édités dans la collection Art et Art. Tous ces actes et différents séminaires ont bien évidemment lieu à l'Université de Paris 7, Denis Diderot. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des marchands d'art. En particulier, je vous parlerai des marchands d'art dans la société du XXe siècle, du XXIe siècle. Une question que l'on peut se poser, existe-t-il encore de grands marchands? Ça, c'est une question qui est souvent fréquente, parce qu'en effet, nous sommes fréquemment dans l'histoire de l'art en France, et on n'évoque que rarement ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vais tenter de faire un résumé de ce qui se passe aujourd'hui. Il existe encore des grands marchands, très certainement. Le problème est que l'art est toujours lié au temps. C'est la raison pour laquelle, à l'heure d'aujourd'hui, de grands marchands en train de se faire pourront ne pas être connus, parce que comme la société française est généralement ancrée dans l'ancien, il faut un facteur temps d'environ 30 à 40 ans pour que le marchand soit connu. Pour exemple, on pourra prendre celui d'Ambroise Vollard ou de Caneveller,
Et en fait, ces marchands ne sont connus qu'après 50 ans au moins de travail, c'est-à-dire que la société française et la communication ne va s'en emparer. On a un peu le même schéma que pour les artistes. Une fois qu'ils ont écrit leur mémoire, c'est-à-dire après des vies très longues de travail, ou une fois qu'ils sont bel et bien défunts, et dans quel cas ils vont être récupérés par la société et par les conversations de salon. Mais en fait, les marchands d'art en France sont toujours vivants. Il est vrai qu'ils sont beaucoup moins connus que du temps de la fin du 19e ou la fin du 20e siècle, et pour cause, puisqu'à partir des années 50, la France va perdre son aura de phare des arts, et de facto, les marchands français vont perdre de leur renommée. Et nous allons rester sur une définition beaucoup plus liée au temps passé. Alors, une définition du marchand, on peut éventuellement en donner une. Alors, le problème, c'est que ils revêtent, comme tous les acteurs de l'art que je pourrais vous décrire lors de ces visioconférences, comme les artistes et les collectionneurs, ils ont toutes sortes de caractéristiques sociales. Le marchand peut montrer de l'art vivant ou de l'art mort, des valeurs reconnues ou inconnues, et bien sûr, selon ses spécialités, cela va changer tout à fait sa vision du monde et sa philosophie de vie. Car en effet, hier comme aujourd'hui, on connaît des galeristes qui vendent sans prendre de commission des artistes qu'ils tiennent à encourager, même si cela leur est défendu dorénavant par l'État, depuis environ les années 90 en France. On connaît par contre des marchands qui prennent jusqu'à 90% de commission. Certains deviennent marchands de tableaux après avoir fait du droit, d'autres, comme on dit, après avoir vendu des voitures. Certains sont tombés dedans, comme dit l'expression familière, d'autres sont tombés dedans quand ils étaient tout petits. Certains vont aimer ce métier car ce qui les intéresse, c'est le contact direct avec l'artiste. D'autres, en fait, vont juste acheter chez des commissaires-priseurs des œuvres parce qu'ils savent que ce sont des signatures et vont le revendre très vite pour un profit supplémentaire. Enfin, d'autres seront juste des représentants de commerce, c'est ce que l'on a pu voir à partir des années 80 en France, de maisons plus connues aux États-Unis par exemple. Mais il faut savoir qu'historiquement, il y avait le même schéma auparavant, puisqu'au 19e siècle, l'oncle de Van Gogh, le fameux l'artiste peintre, était lui-même le grand marchand hollandais. Il s'appelait aussi Vincent Van Gogh, c'est la raison pour laquelle Vincent le peintre a pris ce nom. Et donc, son entreprise était, elle aussi, avec des filiales ou des partenaires en Angleterre ou en France. Donc là, rien de nouveau. Quand il s'agit de mondialisation, rien de nouveau pour le marché de l'art, parce que le marché de l'art, c'est toujours inscrit dans le cadre international. L'international du moment, c'est-à-dire que, bien sûr, l'international du XVIIIe ou du XIXe siècle était réduit à l'Europe. Mais l'œuvre d'art, par essence, a toujours voyagé au-delà des frontières. Et donc, les grands marchands sont considérés le plus souvent comme les grands marchands internationaux, c'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas à leur région ou à leur nation, mais qui passent les frontières. Ça, c'est une constante que l'on retrouvera tout le temps chez le marchand d'art. Alors, une définition du marchand, donc j'ai tenté de vous la donner, elle est vaste, hein. Il y a aussi dans les marchands, souvent on peut mettre les galeries d'art bien sûr, mais il y a aussi les brocanteurs et les antiquaires. Alors, comme vous le verrez dans le livre que vous pourrez trouver dans la collection Area, il y a une très nombreuse définition très complexe entre brocanteurs, antiquaires, galeristes, marchands de tableaux. Ce que l'on sait, c'est que pour les antiquaires, pour les marchands de tableaux et pour les galeristes,
ils sont assujettis à la loi trentenaire, c'est-à-dire que quand vous achetez un tableau chez un marchand de tableaux, il vous garantit 30 ans, pendant 30 ans, sur ce qu'il vous a vendu, ce qui est rare dans toutes les professions. Bon. Alors, une petite typologie des marchands. En effet, les terminologies de marchand de tableaux, de galerie d'art sont utilisées de façon plus ou moins régulière. Le plus souvent, elles recouvrent la même profession. Otto Hahn, qui est critique d'art, avait fait le portrait d'une galerie et voilà ce qu'il nous dit. 1 ou 2 millions suffisent pour lancer une galerie d'art. C'était 1 ou 2 millions de francs à l'époque. Sa vision est sans doute exacte, mais elle est un peu erronée parce que certaines galeries d'art se lancent avec 2 millions de francs de l'époque, certaines galeries d'art se lancent avec 10 millions d'euros de maintenant, et certaines galeries d'art se lancent avec rien du tout, c'est-à-dire la foi et la passion au cœur. Donc ce schéma est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut lire dans les journaux. Alors lui, il fait dans sa typologie, il dit il y a plusieurs sortes de galeries. Les galeries d'art anciens, les galeries d'art modernes, les galeries d'affaires, les galeries de courtage, les galeries de promotion et les galeries danseuses tenues par les PDG de l'immobilier ou de la pharmacie ou par leur épouse. Là, il a tout à fait raison. Ça, c'est une petite typologie que vous pourrez trouver plus développée aussi dans les écrits d'une galerie d'art. Alors, quant à moi, je dois vous dire que je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire quelque chose de plus lisible, peut-être. Peut-être, attendez. Ah non, on ne va pas y arriver. Donc, on va le laisser en normal. Désolé. Alors, je ne sais pas si c'est lisible. Peut-être que vous pourrez l'utiliser avec un zoom. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous le commenter pour ceux qui ne peuvent qu'écouter. Alors, personnellement, je vais faire une typologie qui est souple. Hein, c'est-à-dire qu'en effet, pour les marchands, il sera soit spéculateur, soit marchand de cœur. Le spéculateur, vous l'avez compris, ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent le plus vite possible et le mieux possible, alors que le marchand de cœur va être plus attaché à l'œuvre d'art et à l'artiste qu'il défend. Il pourra être un marchand conservateur, c'est-à-dire qu'il va le plus souvent ne montrer que des grandes signatures, ou un marchand explorateur, c'est-à-dire qu'il va ne pas hésiter à lancer un artiste, quitte à y perdre sa fortune. Le marchand peut être aussi, il peut montrer de l'art mort, c'est-à-dire de l'art du passé, ou de l'art vivant, c'est-à-dire des artistes qui sont encore vivants. Il peut aussi avoir une sélection uniquement thématique, c'est-à-dire qu'il va par exemple travailler que sur les artistes géométriques, vivants ou du temps passé géométrique, ou il peut être un marchand éclectique, c'est-à-dire qu'il va montrer des artistes en fonction de la qualité de leur œuvre et non pas en fonction d'une école. Certains marchands vont montrer qu'une petite partie des impressionnistes. Certains marchands vont montrer que des artistes conceptuels d'aujourd'hui. Donc là aussi, les marchands diffèrent dans leur façon de faire une sélection. Parce que ce qui caractérise le marchand d'art en règle générale, c'est qu'il établit une sélection et qu'ainsi il permet de conseiller le collectionneur qui n'a pas à se perdre dans les méandres du journaliste, par exemple, qui va lui présenter le plus souvent que ce qui n'est montré dans les journaux à partir des années 1975, que contre des publis rédactionnels ou des achats d'espaces publicitaires plus ou moins clairs. Donc, le marchand peut être aussi un héritier. On constate d'ailleurs au fil de notre recherche depuis plus de 15 ans qu'en effet, malheureusement pour la France d'ailleurs, il semblerait que les marchands en France, les grands marchands,
ceux qui sont considérés comme grands marchands, sont plutôt malheureusement des héritiers, et qu'il y a très peu de nouveaux venus sur le marché chez les marchands, contrairement aux pays anglo-saxons comme l'Angleterre ou plus particulièrement les États-Unis, qui, comme vous le savez, est le marché numéro 1 de l'art depuis la fin des années 70, début des années 80. Alors, par opposition aux marchands héritiers, on pourrait parler d'un marchand passionné, c'est-à-dire que il ne va pas calculer, il va fonctionner uniquement par passion. On a pu remarquer d'ailleurs qu'historiquement, des marchands comme Ambroise Vollard, Caneveller, Iris Clair, qui avaient fonctionné par passion, Kahnweiler un peu moins, bien qu'il ait fonctionné par passion, parce qu'il avait la chance d'être soutenu par une famille compréhensive des banquiers, que lui-même avait une formation d'agent de change, mais il a quand même eu un côté pas seulement spéculateur, il a eu aussi un côté très passionné. C'est lui qui a fait connaître Juan Gris, Braque, alors que Ambroise Vollard, lui, a été le premier à montrer Vincent van Gogh, Cézanne, Picasso, puisqu'il a montré Picasso bien avant Caneveller, c'est lui qui l'a présenté à Caneveller. Donc Ambroise Vollard est vraiment le prototype du marchand passionné, puisque pendant des années, il s'est nourri de biscuits de mer, c'est-à-dire ces biscuits que l'on mange en mer pour ne pas mourir de faim, afin de pouvoir faire le métier qu'il aimait. Hein. Donc c'est quand même pour moi, Vollard est le prototype du grand marchand, hein, c'est-à-dire le marchand qui donnera une pérennité aux artistes qu'il va promouvoir, mais ceci ne sera pas fait sans mal. D'ailleurs, ces artistes ne seront pas très reconnaissants, il faut le dire. Donc, dans cette typologie, on va trouver aussi, par opposition, le marchand, argenté, par opposition désargenté, et le marchand poseur, par opposition au marchand sincère. Donc, je répète, le spéculateur qui s'oppose à celui de cœur, le conservateur ou l'explorateur, le marchand d'art mort ou le marchand d'art vivant, le marchand d'art thématique ou éclectique, le marchand d'art héritier ou le marchand d'art passionné, le marchand d'art argenté ou désargenté, le marchand d'art poseur ou sincère. Bien évidemment, comme dans toute typologie que j'ai pu vous donner, les choses peuvent évoluer au fil du temps, c'est-à-dire que quand on voit par exemple le cas de Caneveller, il est très intéressant parce que au début, si vous voulez, il commence un peu comme un spéculateur, hein, il faut reconnaître. Et puis, petit à petit, il va devenir un spéculateur, un marchand de cœur. Par exemple, son amour et son amitié pour Juan Gris seront indéfectibles. Il va défendre contre vents et marées Juan Gris, qui est un grand peintre et qui malheureusement ne va pas, être reconnu à sa juste valeur. Hein. Il en sera pareil il en est de même, par exemple, pour le sculpteur Laurence. Il va croire en ce grand sculpteur et malheureusement l'histoire ne rendra peut-être pas gloire à ce grand sculpteur. Donc si vous voulez, le marchand au cours de sa vie, il y a un facteur qui est déterminant et qu'on retrouvera dans toute la théorie que je vous expose ici, c'est le facteur du temps. C'est-à-dire qu'un grand artiste, un grand marchand, un grand collectionneur, même un grand expert ou un grand critique d'art, en fait, se construit dans le temps. C'est un élément déterminant que l'on retrouvera. Donc, c'est la raison pour laquelle cette typologie pourra prendre des aspects différents au fil du temps et de la vie du marchand. Il en sera de même pour les artistes aussi. Alors, dans la typologie des marchands, il y a toutes sortes de marchands. Les marchands banquiers, par exemple. Hein, je prends là l'exemple des Wildenstein et de Paul Rosenberg. Nous avons là l'image plutôt d'un marchand banquier, hein, c'est-à-dire que ils sont considérés, ils sont en fait ils ont raisonné en termes proprement marchands.
même si la deuxième génération des Wildenstein, par exemple, a beaucoup fait pour la recherche en art. Hein. Donc c'est là où je vous dis, cette typologie des marchands est assez fluctuante. C'est-à-dire qu'en effet, on peut considérer que les Wildenstein et que Paul Rosenberg, lui, Paul Rosenberg plus, était un vrai marchand banquier. Mais en fait, il y a des moments dans la dynastie des Wildenstein où on voit qu'ils fonctionnent en tant qu'amateurs d'art et qu'ils quittent ce côté spéculateur pour devenir des marchands de cœur, hein, comme je les appelle. Hein. Alors, et on peut parler aussi de marchands intellectuels et philosophes. Hein. C'est le cas, par exemple, de Canveller. C'est peu connu. Je dirais que ce qui a sauvé Canveller, ce sont 3 facteurs: la chance, la souffrance et l'endurance. Vous voyez, donc toujours le facteur temps, hein, sans lequel le grand marchand n'est pas reconnu. Alors la chance, parce qu'il a une famille exemplaire; la souffrance, parce que la cruauté des hommes va le ruiner 2 fois injustement; en 14-18, parce qu'il est allemand, l'État français va lui voler toute sa collection, toutes les œuvres d'art qu'il a pu collectionner et dont tout le travail de fond qu'il a fait en aidant des artistes peu connus à l'époque. La même chose en 39-45, il est juif, donc là l'État français aussi lui va tout faire pour lui voler toute sa collection. Et l'endurance, on revient au facteur temps, car ce n'est que 50 ans plus tard, pour ne pas dire 60, qu'il va commencer à vraiment récolter les fruits de son travail assidu et acharné. Et donc, il faut savoir que Canveller a écrit un livre très important qui s'appelle La voie vers le cubisme. Juan Gris, sa vie, son œuvre, ses récits, ses écrits, Der Weg zum Kubismus, qui était en allemand, parce que Canveller est donc d'origine allemande. Donc on a pas mal de marchands philosophes et intellectuels que l'on pourra retrouver au fil de notre recherche. Alors des marchands communicants, oui, on peut parler par exemple de marchands communicants pour Léonce Rosenberg, qui est né en 1879, mort en 1947. Et il a financé des revues d'art afin de faire connaître l'art qu'il défendait avec les Arts à Paris et le bulletin de l'art moderne. C'est ce que j'appelle les marchands communicants. Il y a aussi Zervos qui a fait le fameux catalogue raisonné de Picasso. Alors, des marchands artistes, ça c'est moins connu, mais il y en a. Et en fait, souvent, cet aspect des choses est occulté. Mais c'est très important pour comprendre comment l'art a évolué en bien ou en mal au cours du XXe siècle et au début du XXIe. Alors dans les marchands artistes, on peut citer Brancusi, Marcel Duchamp, Fernand Léger et Pablo Picasso. C'est-à-dire que ces artistes-là sont, je cite par exemple le conservateur Christian Derouet, ils sauront être d'excellents vendeurs en atelier comme Fernand Léger ou Pablo Picasso. Le plus adroit commercialement fut sans conteste Marcel Duchamp. Co-directeur auprès de la richissime Miss Catherine Dreyer de la Société Anonyme, il sut monter avec la complicité d'Henri-Pierre Rocher une des plus discrètes sociétés de promotion d'art contemporain sous le parapluie de la collection Arensberg, dont les bénéficiaires furent le sculpteur Brancusi et lui-même. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, des artistes, c'est le cas pour certains, qui sont connus des marchands, qui ne sont pas toujours appréciés pour la qualité de leur œuvre, qui en fait montent des sociétés anonymes et qui sont plus marchands que les marchands. On a pu voir dans les marchands communicants que certains étaient à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'ils étaient artistes, marchands et communicars, comme je les appelle, c'est-à-dire on écrit ça communicar, communique, C-O-2-M-U-N-I, C'-A-R-T-S. On peut parler de ce type-là, ainsi pour André Breton. Alors, il y a aussi des faux collectionneurs vrais marchands, c'est vrai. Certains dans la typologie des marchands se font passer pour des collectionneurs afin de pouvoir entrer de façon plus privée dans des collections
Et en fait, ce sont de vrais marchands. On peut évoquer ce profil déjà ancien avec Alphonse Kahn, que l'on peut vraiment classer parmi les collectionneurs spéculateurs, même s'il a réussi avec Rodin et d'autres artistes. Donc ce profil-là existe encore, il a toujours existé. Il faut le savoir pour faire la différence entre l'art qu'il propose et savoir si les artistes qu'il propose sont proposés d'une façon par le cœur ou en tant que spéculateur. C'est important de faire la différence. Alors, il existe aussi des marchands héritiers, on en a parlé tout à l'heure. On a principalement évoqué le fait que malheureusement la France semble souffrir de ce mal, parce que le marché, pour qu'il soit riche, doit être vivant et constamment renouvelé par de nouveaux venus. Et il semblerait que on ait ce problème, c'est-à-dire que ne sont reconnus en France que des marchands héritiers, et pour cause, puisqu'en France tout ne se construit que dans un temps très long, c'est-à-dire 1, 2 ou plutôt même 3 générations. Alors il y a aussi des marchands sacripants, c'est-à-dire qu'il y a des marchands, disons-le, qui sont voleurs, ça existe aussi, hein, des marchands qui prennent par exemple en dépôt une œuvre et qui ne paient ni le collectionneur ni l'acheteur, mais ça, ce sont ce qu'on appelle des marchands en chambre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pignon sur rue, ils ne font pas partie d'un syndicat, et donc ils n'ont pas la garantie trentenaire. Hein. Certains marchands aussi veulent le devenir parce que pour eux, c'est un bâton de maréchal, c'est-à-dire c'est une consécration. On a vu ainsi en France certains marchands, notamment à la fin des années 80, qui voulaient à tout prix avoir une galerie parce que c'était en fait pour épater la galerie. Hein. Ils ont découvert, notre enquête le prouve, qu'en fait, être marchand, c'était le plus souvent à partir des années 80-90 pour les artistes, les marchands authentiques, faire du mécénat. Notre enquête le prouvera. On parlait donc tout à l'heure du marchand découvreur. Celui-là, on peut le qualifier il fait partie des jeux de l'amour et du hasard, comme souvent évoqué dans ma théorie. Il y a aussi le marchand suiveur. Alors lui, le marchand suiveur, bien sûr, il va prendre le train uniquement en route, c'est-à-dire qu'il ne va montrer que des artistes qui sont déjà consacrés ou des œuvres d'art qui sont déjà consacrées. Il y a aussi ce que j'appellerais le bonimenteur ou le marchand de croûte. Il existe, on le trouve à Barbizon, on le trouve dans plein d'endroits, et en fait, il va très bien gagner sa vie, contrairement à des marchands plus sérieux qui vont avoir du mal à vivre, mais parce que on arrive en effet à une déculturation en France, et donc bien souvent vous avez un public qui ne saura pas faire la différence entre ce qu'on appelle une croûte et une œuvre d'art. Mais c'est le rôle en effet de la galerie de le guider, encore faut-il aller dans une vraie galerie ou chez un vrai marchand de tableaux. Alors, des galeries danseuses ou laveries danseuses, ce phénomène a été très prégnant dans la fin des années 80, on l'a vu, il a donné suite au crash que l'on connaît, mais en fait, Otto Hahn les a aussi très bien décrites, le critique d'art. Nombre de fausses galeries sont le fruit d'hommes fortunés qui casent leur dulcinée officielle ou officieuse, soit pour avoir la paix, soit pour avoir un miroir social qui permet de faire les relations publiques de l'entreprise. C'est ce qu'on pourra ranger dans les galeries danseuses. Hein. Des pharmaciens, des médecins, surtout dans les années 70-80, des fortunes de l'immobilier ou de l'industrie, ont tenté cette démarche. Et par ailleurs, c'est vrai qu'à la fin des années 80, certaines galeries auraient cumulé une fonction de laverie, comme je le dis avec le jeu de mots, toujours des jeux de mots, plus que de galerie. C'est-à-dire que cela a permis de laver, comme on dit, de l'argent sale. Hein. On a eu ce phénomène aussi dans certaines galeries aux États-Unis, mais à la fin des années 80, en France, le système a été très développé, d'où la disparition au début 90 de nombreuses galeries, mais c'était normal, parce que ce n'étaient pas des galeries professionnelles. Et c'est-à-dire que à partir de 87, si vous voulez, vous aviez un marché qui était complètement artificiel,
qui est redevenu la normale à partir des années 91-92. Donc on ne peut pas parler de crash de l'art, on pourrait plutôt parler d'une normalisation de l'art. Les marchands VRP, comme évoqué tout en début de communication, en effet, on trouve des marchands qui osent même déclarer publiquement que 6 mois avant d'ouvrir ma galerie, je n'avais jamais regardé un tableau, par exemple, comme pourra dire un VRP qui est en fait le VRP, c'est-à-dire le représentant de commerce de galeries new-yorkaise. Alors, vous trouverez d'autres... qu'est-ce que se passe-t-il en fait pour les marchands à l'heure actuelle? Ou est-ce qu'on peut faire un tableau de ce qui se passe en France? En fait, il semblerait que nous assistions à ce que j'appellerais la peau de chagrin des marchands, c'est-à-dire que le 29 avril 1999, le rapport du sénateur Yann Gaillard, donc au Sénat, note que 80% des entreprises du marché font moins de 1 million de francs de chiffre d'affaires et seulement 0,3% plus de 10 millions de francs en France. Voilà, pour situer en monnaie sonnante et trébuchante ce que représente le marché de l'art en France. Et là encore, je tiens à faire la distinction entre ce que l'on appellera souvent ici les actionnaires, c'est-à-dire ceux qui considèrent l'art comme une action boursière ou une vulgaire marchandise, et les marchands de cœur. Donc là aussi, il faut faire la part des choses dans tous les chiffres évoqués. On observera que les statistiques du marché selon Bruxelles sont toujours très contrastées avec les autres statistiques. Bruxelles estime le volume des ventes d'œuvres d'art mondiales à 8 000 millions d'euros, les marchands pour environ 6 200 millions d'euros et les maisons de vente aux enchères environ pour 1 800 millions d'euros. Donc vous pouvez constater là en quoi la communication et les médias sont trompeurs. Si vous lisez la presse, vous avez l'impression que ce sont uniquement les commissaires-priseurs qui font le marché de l'art. Et ces chiffres prouvent bien que ce sont les marchands qui font l'art. Vous voyez, je répète les chiffres. Les marchands, selon la Commission de Bruxelles, représentent un volume d'environ 6 200 millions d'euros, alors que les maisons de vente aux enchères n'y concourent que pour environ 1 800 millions d'euros. Donc, n'oublions pas de comparer toujours ce qui est comparable dans nos recherches. Et là, il semble que là encore, les marchands ont un rôle important à jouer, même si nos marchands en France ont perdu beaucoup de terrain, puisque les Français, dans les années 60 et encore 70, nous étions numéro 1. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, n'oublions pas que des marchands, hier comme aujourd'hui, peuvent travailler leur notoriété et peuvent être de grands mondains, comme on a eu Bazin, Gersin, Joulin, Rémy, Lebrun au Paillet, mais que d'autres se nourriront de biscuits de mer comme Volard. Et personnellement, c'est Volard que je prendrai comme exemple pour le grand marché de l'art français et pour le grand retour du marché de l'art français. Les marchands souffrent d'un écueil qui est celui que le dessinateur et humoriste de l'époque faisait un jeu de mots, c'est que, comment s'appelle-t-il? Je vais vous retrouver son nom, excusez-moi. Il y a un humoriste du 19e qui, pour prouver
l'idée qu'il se faisait du marchand d'art avait pour habitude de courir tout Paris en disant au volard, c'est-à-dire le jeu de mots volard, le marchand connu, et aussi le fait que, selon lui, tous les marchands étaient des voleurs, donc d'où le jeu de mots au volard. Et malheureusement, il semblerait qu'en France, les marchands d'art subissent cette image négative qui concourt peut-être au fait que les marchands d'art, enfin le marché de l'art, très mal vu par l'État, les marchands d'art très mal vus par l'État et par la société en général, ont perdu aussi beaucoup de leur aura, et par conséquent le marché aussi au niveau international. Et quitte à me répéter, le marché et les marchands sont maintenant beaucoup plus reconnus et prospères et célèbres dans les pays anglo-saxons, quitte à faire perdre à la France des parts de marché et surtout une aura internationale très importante. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez vous intéresser à ces sujets, je vous invite à regarder les différentes visioconférences sur Internet grâce aux visioconférences d'art et art. Je vous invite aussi à lire les documents présentés ici, écrits images orales et nouvelles technologies, en particulier les années, le numéro 12 et 13, où cette communication est plus amplement développée, l'art en France de 1959 à 2000, et surtout la collection Art et Art, où toutes ces communications, les communications du symposium Art et Art sont développées. Je remercie pour cette visioconférence Gilles Bersol, enseignant-chercheur à Artémis, Université de Paris 7 de Diderot. Marie-Claude Vétréno-Soulard, professeure de l'UFR de Sciences sociales, Université de Paris 7. Jacques Châtelot, responsable des visioconférences à Visio P7, Université de Paris 7 Denis Diderot. Bruno Bourret, responsable informatique de Visio P7, Université de Paris 7. L'association Carrefour Télématique. L'association Art et Art. Ceci avec un copyright de l'association Art et Art de Lise Cormery. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur les visioconférences du symposium Art et Art. Au revoir.